Antenne dans 20 secondes. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. Up in the Vous êtes sky, en- it's a bird. It's a plane. It's Superman. Ah, ben voilà, un petit truc qui fait du bien. Donc le générique de Smallville, Gilou faisait de la air guitare dans le studio comme un fou. Il a retrouvé sa jeunesse. On passe donc aux chroniques coup de cœur, donc sur le thème de Superman. Je vous rappelle que c'est la bande des comics sur Radioactive, et donc c'est une émission spéciale pour les 85 ans de Superman. Il ne fait pas plutôt jeune. Donc qui veut commencer? Tiens, Gilles, donne-nous ton coup de cœur, ton ou tes coups de cœur Superman. Ouais. Alors moi, je vais vous parler de la mini-série de Kingdom Come. Ah oui, merci. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, je te laisse. Non, mais vas-y, te laisse pas perturber. Vas-y. Voilà, très très chouette petite série. C'était publié dans les années 80, exactement, je crois que c'est 84, avec 4 mini-séries qui ont formé du coup cet album, ouais. voilà, Kingdom Come. Alors, de quoi ça... Tu casses la table. Oui, je casse tout. Il Voilà. y a Trop pas de chef, donc on enthousiaste. peut faire ce qu'on veut. Alors, de quoi ça parle du coup, Kingdom Come? Kingdom Come, on va être avec Superman qui décide de quitter la Justice League face à une montée sociologique, on va dire, de l'esprit humain qui veut plus de ces super-héros-là, qui veulent plutôt un nouveau super-héros, Magog, qui va être vraiment un antagoniste très très montant. Et il va y avoir vraiment un déchirement entre tous les super-héros, à savoir chacun a sa propre vision du super-héros et du vilain. Mhm. C'est que voilà, ça va être vraiment une bataille entre ces super-héros pour avoir chacun leurs idéaux sur Son mot à dire, quoi. Voilà. D'accord. c'est vraiment très très chouette à lire. Et c'était Mark Waid au scénario, je crois. Oui. Et Mark Waid, je trouve que pour moi, je pense que c'est mon récit préféré d'Alex Ross, mais aussi sur Superman. Les planches, si vous connaissez. Toi, Jay, tu l'as lu Oui, il y a un petit moment aussi. Là, je vais le relire en nomade, ce que je vous disais tout à l'heure. Et Oui. Ouais, ça fait partie des récits importants, hein, clairement, sur un futur, du coup, sur un futur possible. C'est un futur hypothétique de DC, ouais. Vas-y. Moi, je trouvais que l'idée de départ d'avoir ce changement de vision des super-héros, qui en est plus qu'une seule Justice League, mais au contraire, qui est plusieurs super-héros avec chacun leur propre idée de la justice, je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, vraiment très très chouette. Et puis le dessin de Ross, ce sont des peintures, c'est de l'aquarelle. D'accord, mais c'est absolument magnifique. Et il y a aussi le pasteur Oui. et c'est l'esprit, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup Spectre. le spectre, c'est ça, mais qui assiste en tant en témoin aux grands événements. C'est ça. C'est vraiment le l'histoire. narrateur de l'album. C'est ça. Et mais en plus, je trouve que notamment le Flash a été réinventé de manière très intelligente. Green Lantern aussi. Enfin, vraiment, moi je me souviens, j'avais été emballé parce que je l'avais lu assez tôt dans ma carrière de lecteur. Pareil, mais c'est parti des premiers. Pour moi, ça a forgé quelque chose. Kingdom Come, c'était magnifique. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment le récit qu'il faut lire pour démarrer Superman. Et bizarrement, voilà, il faut lire un récit qui hypothétique sur le futur mais je trouve que ça pose vraiment les bases parce que ça schématise le personnage de Superman. Oui. Et des autres autour aussi, parce qu'il n'y a pas que Superman, il y a Batman aussi qui se met en protagoniste de Superman. T'as les enfants de Batman aussi. Enfin voilà, t'as plusieurs générations de super-héros qui est vraiment chouette. Shazam, il joue un grand rôle. Ouais. On vous donne pas tous les détails, mais Ouais, c'est plutôt pas mal, effectivement. C'est plutôt bien trouvé avec ce Superman vieillissant là, du coup, avec les tempes grisonnantes et puis ce côté massif. Ouais, c'est vrai qu'Alex Ross, il a ce truc pour rendre les personnages vraiment épiques, iconiques. Oui. Il a ce trait. Après, il y a des détracteurs, alors pour se faire un peu avocat du diable, qui diront qu'il a un côté un peu figé parce que souvent, en fait, il prenait des personnes il utilisait des modèles, des photos ou des personnes effectivement qui venaient en studio, il les redessinait et donc avec des poses. Et donc il y en a qui disent que Alex Ross effectivement est pas très fort sur le mouvement, sur ces personnages semblent souvent un peu figés, mais c'est vrai que c'est des peintures quoi, c'est photoréaliste quoi. C'est ça, c'est absolument magnifique.
C'est très très bien. Puis s'il est pas fort sur les mouvements, qu'est-ce qu'il est bon sur le reste? C'est ça, il a absolument tout le reste. Il peut pas être bon partout. Jay, de quoi tu veux nous parler? Moi, je vais vous parler d'un comics qui est sorti en France en 2017 qui s'appelle Lois et Clark. Ouais. Alors, rien à voir avec la série télé qui est passée dans les années 90. Ah oui, ça me rappelle ma jeunesse. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman avec ça. Dean Cain et Terry Hatcher. Non, absolument rien à voir dans le ton. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus récent qui est sorti aux États-Unis effectivement à partir de 2015. Et ça comporte en fait 8 chapitres qui sont déroulés du coup entre la période des ce qu'on a appelé les New 52, la renaissance d'ici en France, et également la période Rebirth. Donc ça se situe vraiment juste avant la période Rebirth, et ça va se passer en fait juste à l'issue d'un événement qu'on a appelé chez DC l'événement Convergence, où on a eu tout un tas d'anciens mondes en fait qui ont été remis un petit peu au goût du jour, un peu comme dans les Secret Wars, la première Secret War notamment du côté de chez Marvel, avec tout un tas de mondes qui vont devoir lutter pour leur survie et qui vont se retrouver dans un espèce de combat épique, dans une bulle, une sorte de bulle. Et en fait, il se trouve qu'ils nous ont ramené, en fait, grâce à ça, le Superman et la Lois Lane de l'époque pré-Flashpoint. Donc, avant le reboot de Flashpoint, on avait effectivement un Superman qui existait, qui était dans la continuité, qui est mort dans les années 90, qui est revenu par la suite, qui est un personnage assez mythique dans la continuité. Et en 2011, DC donc a rebooté toutes ces séries et est reparti au numéro 1. Donc c'est ce qu'il a appelé les New 52 parce que 52 nouvelles séries en fait ont été lancées avec un nouveau Superman plus jeune, un Batman plus jeune, la cour des hiboux et tout ce genre de choses. C'est sorti à cette époque-là. Et donc là en fait ils nous ont fait un petit tour scénaristique assez bien trouvé, je trouve, d'aller chercher donc le Superman d'avant. Donc celui qui est iconique, qui est un peu plus âgé, qui est un peu plus expérimenté, et le ramener dans la réalité donc des New 52. Donc ça commence comme ça, avec un personnage qui est donc un double du Superman qui est sur la Terre et que tout le monde connaît. Et donc c'est écrit par Dan Jurgens, qui avait écrit La mort de Superman dans les années 90, donc un auteur assez connu. Et c'est dessiné par Lee Wicks, qu'on a notamment vu travailler sur du Batman. J'aime beaucoup Lee Wicks. Ouais. Sur du Daredevil aussi, je crois. Tout à fait. Il a un trait très adulte. Voilà, ça se rapproche de Michael Lark, de cette école-là, là, assez sombre. Et voilà, pour le coup, il a vraiment un trait qui colle bien à ce style de récit parce qu'on est vraiment dans du thriller. C'est-à-dire que Superman et Lois, donc, qui arrivent sur cette nouvelle Terre, qui ont une certaine expérience, qui ont tout l'historique qu'on peut connaître, donc quasiment depuis 1938. Hein. Enfin, en tout cas, depuis les origines qui ont été redéfinies dans les années 80, on va dire. Et donc, qui vont agir dans l'ombre. Autant Superman qui va donc utiliser ses pouvoirs mais sans jamais se faire remarquer, sans jamais se faire voir. Ouais. Et Lois Lane qui va écrire avec un prête-nom, qui va écrire des bouquins pour dénoncer notamment une association mafieuse qui s'appelle Intergang. Et au moment où on va avoir une nouvelle menace qui va arriver, ils vont se poser la question de se déclarer, enfin de se montrer en fait au vu du monde. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il y a déjà un Superman ? Est-ce qu'il y a besoin d'un deuxième Superman avec l'expérience qu'il a ? D'accord, j'avais pas vu passer cette série qui était déjà parue en kiosque, je crois. Oui. Et là, donc là, c'est la version librairie. Ouais. Après, je suis assez mesuré sur tout ce qui est monde parallèle. Je trouve que ça amène trop de choses, trop d'idées, trop de personnages. Et du coup, à la sortie, on risque de se retrouver avec des intrigues trop confuses. Enfin, je l'avais pas lu, mais il m'intéressait. Mais voilà, les mondes parallèles, c'est à prendre avec des pincettes, quoi. Tu vois, moi, il m'intéresse là. Par rapport à voir comment le deuxième pourrait réagir en voyant le premier Superman. Ça peut faire un twist. Ça va être toute l'histoire en fait qui va se dérouler. Alors dans celui-ci, ça va poser les bases un petit peu et ensuite on va avoir un tome. Donc c'est un récit complet celui-ci. D'accord. Ouais. Il peut se lire en tant que tel et derrière en fait on va avoir une suite qui s'appelle Requiem et donc qui va vraiment confronter les deux Superman et voir en tout cas comment ils peuvent s'entraider dans le monde de la Renaissance d'ici. Alors juste une chose sur ce récit, au-delà du côté thriller, donc avec l'enquête et tout ce qui se passe dans l'ombre, on va avoir un côté que moi j'aime beaucoup, très familial en fait, et notamment son importance dans la continuité, elle se fait par le biais de leur enfant, parce que c'est la première apparition de John Kent, et donc qui va arriver dans la continuité à ce moment-là, et qui est un personnage qui aujourd'hui est vraiment au centre des histoires de chez DC. John Kent, donc Son of Kal-El. Vous avez une manière d'introduire le personnage qui maintenant a tant d'importance. Tout à fait, voilà, qui va vraiment prendre la place de son père, et dans la continuité actuelle, en tout cas, c'est un personnage vraiment super important, et là, on va avoir vraiment l'arrivée dans ce monde-là. Et donc cette fibre familiale, c'est très très bien fait. Ils arrivent vraiment à faire des passages qui sont très touchants.
Voilà. D'accord. Bon, mais bien, bonne lecture. Je pense que tu vas me le prêter d'ailleurs. Il y a des passages. Ouais, Moi, je le prends après. C'est ça. Moi, j'avais envie de vous parler de Superman Identité secrète de Kurt Busiek et de Stuart Immonen. Est-ce que vous l'avez lu ou pas Non. Ah, mais la couverture est procéder à un échange. Alors là, dans cette histoire, c'est les histoires où la fiction rejoint la réalité. En fait, nous avons un petit garçon dans la réalité, donc qui s'appelle Clark Kent, que ses parents ont appelé Clark Kent, et qui subit à chaque fois cette comparaison avec Superman. Et donc, il en souffre. Et en fait, quand il arrive à sa très jeune majorité, vers 17-18 ans, il va développer des super pouvoirs comme Superman, et du coup il va embrasser son destin de Superman, donc, mais on part du principe qu'on est dans la réalité et on n'est pas dans un univers de fiction. Et donc va se poser en fait la question, est-ce que je dois agir dans la vraie vie? Est-ce que je dois me dévoiler en tant que Superman? Et ce que j'aime, c'est un récit qu'il faut mettre en parallèle avec Batman, Créature de la nuit. Oui. Et voilà, sont des récits où l'univers de fiction et fantasmé du personnage s'inclut un petit peu dans le réel, et j'ai trouvé ça d'une beauté et d'une force extraordinaire, parce que vous avez pas tous les éléments de la mythologie de Superman. C'est que vous avez une certaine Lois Lane, vous avez un peu quelques allusions au Daily Planet, mais pas tant que ça. Il y a à chaque fois le gouvernement qui essaie de capturer ce personnage, qui essaie de faire une alliance, mais il y a un peu des trahisons. Et voilà, les décors sont absolument géniaux. Les personnages, tu parlais de Lee Wicks, mais je trouve qu'avec le travail de Stuart Immonen, je pense on est vraiment pas loin. Dans la même famille, ouais, complètement. Exactement. Et voilà, je pense, on va en parler tout à l'heure sur le Superman. Donc, est-il un personnage trop lisse? Et je trouve qu'avec ce récit, on a vraiment un récit adulte sur Superman. Je suis rarement fan des récits de Superman qui sont trop cosmiques, avec des Darkseid. J'accroche pas, parce qu'en général, les dessins sont pas spécialement beaux dans ce qui me plaît. On arrive vite à une surenchère de super pouvoirs qui devient indigeste. Et je trouve que là, justement, on a ces super pouvoirs qui sont un petit peu mesurés, qui sont utilisés avec parcimonie. C'est un personnage, un Superman qui vieillit. Alors sur d'autres récits, Superman ne vieillit pas, la chance qu'il a, c'est qu'il grossit pas. Mais voilà, on a tout ça. Mais du coup, lui c'est un Superman qui évolue, parce qu'il a des enfants. Il en a pas qu'un, il a des enfants. Ça amène d'autres problématiques. Il vieillit, il est diminué. Voilà, si vous ne le connaissez pas, c'est un récit qui avait été réédité dans la collection DC Black Label. Mais ce Superman Identité secrète, c'est un de mes récits préférés. Voilà, ne serait-ce que pour les dessins et ne serait-ce que pour l'histoire. Je trouve que c'est une œuvre absolument magnifique. Les dessins sont vraiment chouettes. Oui, c'est... Immonen, qu'on avait vu sur Magic Order 2. Exactement. Qu'on a vu sur Plunge aussi. Et puis tout un tas de choses chez Marvel. Puis là, voilà, alors ça avait été publié en 2 volumes chez Semic, si je dis pas de bêtises, ou chez Panini à l'époque. Et là, ça a été réédité en un seul volume. Moi, vraiment, comme je disais à Gilles, j'aime pas les séries, les longues séries sur Superman. Je trouve que ça amène trop de choses. Et là, justement, d'avoir ce tome unique, ce récit complet, pour moi, ça recentre le personnage. Et souvent, tu verras souvent, il y a des planches où Superman est replacé à son échelle, en fait. On a des planches de décors qui sont absolument magnifiques, et je trouve qu'il évite l'écueil de dessiner Superman très très grand, très massif. Et non, au contraire, il le fait tout petit. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que c'est juste un être humain qui est dans le monde, à l'échelle du monde, qui est minuscule en fait. Et voilà, je trouve ça très très pertinent et très très bien fait. Je vous propose que, voilà, comme je vous l'ai dit, RD, son esprit plane ici dans cette émission. Et en guise d'hommage, RD, c'est pour toi. En guise d'hommage, il voulait parler de Superman Red Son, de Mark Millar, de Dave Johnson et de William Plunkett. Je ne sais pas d'où il sort. Mais alors, moi, je l'ai lu. Qui l'a lu autour de cette table? Non plus. Tu l'as pas lu? Non. D'accord. Donc, Jay, est-ce que tu veux nous parler de Superman Red Son? Ça fait très longtemps, mais c'est effectivement, au lieu de se cracher dans le Kansas, le vaisseau de Superman, la nacelle en tout cas, qui est envoyée sur Terre par ses parents pour les sauver de la destruction de Krypton, se fait
Ukraine, un truc comme ça. En URSS. En URSS, voilà. Enfin, en tout cas. Donc en fait, c'est un Elseworlds. Donc ce sont des histoires parallèles de l'univers de DC. En général, c'est sur un tome unique. Et donc voilà, comme tu dis, Superman ne s'est pas craché aux États-Unis et est devenu un citoyen américain modèle, mais en URSS, donc avec ce régime communiste. Alors, on en pense qu'on en veut, mais là, vu comme c'est décrit dans le comic, c'est un régime qui tend limite vers une dictature. Et Superman est l'instrument de ce régime en place. Et justement, ce que j'ai trouvé extraordinaire, mais après c'est Mark Millar, on se demande bien pourquoi il a choisi ce récit, tiens. C'est bizarre. C'est étonnant. Mais je trouve que justement, le personnage de Superman qui devient quasiment un despote, malgré lui, parce qu'il doit embrasser son destin, mais je trouve que c'est réalisé d'une manière extraordinaire. Les autres personnages, Batman, qui donc est son ennemi. Une espèce de résistant, ouais. De résistant avec une chapka, enfin, je trouve ça très très bien fait. On a un Green Lantern qui vient d'un ancien militaire. On reprend un peu le personnage de Hal Jordan avec son côté extrémiste, vraiment intégriste à fond dans le domaine militaire. Mais donc il y a Wonder Woman aussi qui apparaît. Donc je trouve ça très très bien quand certains éléments, quand la mythologie est utilisée avec parcimonie et de manière très intelligente sur ce tome-là. Vas-y, dis-moi. Je trouve que le dessin vraiment reflète vraiment l'esprit URSS. Sans lire le tome, on comprend qu'on y est, quoi. On se plonge vraiment dedans. Et le dessin, je trouve, n'est pas spécialement le point fort du comics, mais l'histoire est magnifique. Et j'en parlais avec Gilles, il y a un Lex Luthor dans ce tome. Je trouve que plus les Lex Luthor sont fous et ils sont sûrs d'eux-mêmes, et plus je trouve que l'histoire en devient intéressante. Et là, dans ce Superman Red Son, je trouve qu'on a vraiment ça. On a vraiment Lex Luthor qui est aussi barjot que peut l'être ce personnage, et justement qui oppose énormément de résistance à ce Superman, parce qu'en fait, du coup, Lex Luthor, lui, est aux États-Unis et n'a pas, en fait, sa némésis. Il ne l'a pas. Ouais. Donc, du coup... Il n'est pas complet, quoi. Et en fait, il va, malgré lui, chercher... à affronter ce personnage qui, à l'inverse, Superman se fiche complètement de ce Lex Luthor qui pourrait balayer en quelques secondes, quoi. Mais donc voilà, un très 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 bon choix de la part de notre ami RD. Au niveau du temps, où est-ce qu'on en est ? On va pouvoir passer à la suite. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ? Gilles, à toi. Allez, c'est parti. Alors, quelques petites questions sur Superman. Ouais. Allez. En quelle année fut imaginé Superman ? Pas édité. 35. Imaginé. 1935. 37 ? Non. 38 ? Non. Plus bas. C'est avant la guerre ? C'est plus bas. 1918. Non, plus haut. C'est dans les années 30. 32 alors ? Non, 33 entre les deux, ouais, 33. Exactement. La grande crise. Par qui ils ont été imaginés ? Joe Chasseur et Jerry Siegel, je crois. Exactement. Ça, il nous avait donné la réponse malgré lui. J'étais un peu triste. T'es dégoûté. Pour le titre qui a été imaginé en 1933, selon les auteurs, quel a été son titre qui n'a jamais été publié ? Les auteurs ont imaginé une histoire ? Une histoire en 1933 de Superman. Ouais. Ils l'ont publié dans un petit magasin, dans un petit pulp américain qui était vraiment pas connu du tout. Et il y avait un titre. Ça peut pas être le dernier fils de Krypton, c'est pas possible. Le Superman n'était pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je sais pas. L'homme de demain ? Non. Est-ce que c'est un truc comme ça ou Captain Super ? Non. Un petit peu plus méchant, on va dire. Le monstre de... je sais pas moi, de l'espace. Non, je l'ai pas du tout. Du coup, le premier titre, c'était Le règne de Superman. Parce que quand les auteurs ont imaginé Superman, enfin surtout Jerry Siegel, il l'avait imaginé, mais du côté plutôt mauvais. C'était un personnage qui était méchant et qui voulait asseoir son règne sur la Terre. Asservir donc l'humanité. Oh, le gredin. Voilà. C'était une justice avant l'heure. C'est ça. C'est ça, ils avaient imaginé avant, quoi. Au tout début, ils ont essayé de le proposer à plusieurs maisons d'édition où ils ont été refusés.
vous avez Joe Shuster qui a été remercié par Siegel parce qu'il trouvait qu'au niveau du dessin, ça ne me collait pas, ça ne marchait pas. En 33, il a refait un essai avec en 35, avec un autre dessinateur, mais le dessinateur a décidé d'arrêter. Il a repris. Dommage. Voilà. Ouais, mauvaise idée. Il a repris Joe Shuster et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire basculer Superman, mais du côté gentil, charismatique et gentil, et en 38 a été publié. Bah, je savais pas du tout, tiens, tu vois. Ouais, moi non plus. Ouais. Dans quelle a été la première apparition dans quel magazine? Action Comics. Yeah. c'est là où il soulève la voiture. C'est ça. C'est ça. Allez, comment se nomme le père décédé de Superman? Jonathan Kent. Jonathan Kent. Non. Jorel, le père. Jorel. Son père biologique. Ouais. Ah, d'accord, oui, exactement. Et qui est Lara Lor pour Superman? Ben, sa femme, sa mère. Ouais. Lara Zor-El. C'est ça. Eh oui, mais tu me regardes comme ça, mais oui. Dans les premiers Superman, quel pouvoir ne possédait pas Superman? Il ne savait pas voler. Exactement. Il sautait au-dessus des immeubles, je crois. C'était son maximum, mais du coup... il ne pouvait pas voler, voilà, exactement. Mais c'est après, je sais pas quand, mais je sais après vous ont rajouté le fait qu'il pouvait voler. Je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont fait voler, mais j'avais entendu dire que oui, au début, il faisait des gros bonds. Il pouvait sauter au-dessus des immeubles, et ce qui à l'époque devait déjà sembler fantastique, assez fou. Ça a été réutilisé d'ailleurs par Grant Morrison dans la Renaissance d'ici, là, du coup. Il lui avait privé de tous ses pouvoirs, et donc au début, effectivement, il fait que des sauts. D'accord. Ah, ça doit être rigolo à lire. Ouais, c'est pas mal, ouais. Où il est en t-shirt, il a pas son costume, enfin voilà, c'est vraiment... Ah, mais c'est les Genèse, tout ça. Oh, c'est une des pires lectures que j'ai eues sur Superman, quoi. Mais toi, t'aimes pas Grant Morrison, toi. Ouais, c'est parce qu'il volait pas. Ah non, mais les trois là de Grant Morrison, je n'ai absolument rien compris. C'était, mais tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. Ils ont dû mélanger les épisodes. C'est ma pire lecture de toute ma vie, je crois. Carrément. J'avais trouvé les trois sur le bon coin, je les ai revendus, mais illico. J'ai trouvé ça nul. Moi, je les vends en ce moment d'ailleurs aussi. Ouais, voilà, ça, si tu veux les garder, quoi. Je t'ai fait de la mauvaise pub, mais bon. J'en suis où là. Qui a pris le rôle de Superman dans la série Crisis on Infinite Earth? Dans la série comics, du coup? Ou dans la série de films? Film. Série Brandon Routh? Ouais, exact. Ah oui, du coup, dans la CW. Ouais. Série télé. Ah, d'accord, oui, dans la CW, ok. Dans quel endroit Superman se réfugie-t-il pour parler à son père? Dans la forteresse de solitude. Exact. À travers quelle matière Superman ne peut-il voir? Le plomb. Exact. Parce qu'on voit dans le film de Batman contre Superman où justement il n'arrive pas à voir le siège handicapé qui explose. Oui. Parce que, alors c'est dans la version Director's Cut, justement Lois Lane dit que c'est en plomb, donc c'est pour ça il n'a pas pu réagir à l'explosion. D'accord. Voilà, c'était pour le petit wiki. C'est bon pour moi pour le quiz. Est-ce qu'on a un peu de temps ou pas? Ben non, on est à la fin, c'est tout bon. Allez. Bon, messieurs, merci à vous pour votre participation pour cette émission spéciale des 85 ans de Superman. Très content de l'avoir fait, cette émission. Même s'il manquait RD, c'est bien dommage. Mais... RD était avec nous sur un petit dessin que j'essaie de faire au maximum, mais on va l'afficher peut-être à Radioactive. Voilà, tu lui dédicaceras du coup quand même. Voilà, ce sera une espèce de fan art que je vais lui donner. On peut l'encadrer si besoin. Je sais pas si ça mérite d'être encadré, mais bon, je lui dédicacerai. C'est cadeau, c'est pour moi. Messieurs, merci beaucoup. On rappelle donc qu'on peut retrouver l'émission sur les podcasts. En grande partie grâce à toi, Jay. On te remercie. Les podcasts, c'était donc la bande des comics Radio Active 100 FM. Si vous êtes sur l'aire toulonnaise, sinon radio-active.net. Les podcasts, on est là. Je vous remercie beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Et cette fois-ci, on sera au complet. Ciao. Ciao.